RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, même heure en temps universel. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. À la une de l'actualité, la condamnation à 3 mois ferme de prison de l'activiste Ndeye Fatou Fall alias Falla Fleur. Peine déjà purgée, mais elle fait l'objet d'une nouvelle procédure qui lui a valu un placement sous mandat de dépôt hier. Série d'arrestations dans la communauté des pêcheurs. Selon le réseau national des quais de pêche, 1500 personnes soupçonnées d'être des convoyeurs de migrants irréguliers sont actuellement en détention. À suivre, notre dossier politique du jour sur l'opération Nibissi au Parti démocratique sénégalais. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des relations entre la Gambie et le Sénégal. Prétexte la première édition du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien qui s'ouvre ce matin à Dakar. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. L'activiste Ndeye Fatou Fall, dite Falla Fleur, a été condamnée ce matin à 3 mois ferme par le tribunal d'instance de Dakar. C'est pour le délit de provocation d'un attroupement. Mais elle a déjà elle a été relaxée du délit d'acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Falla Fleur a déjà purgé cette peine. Toutefois, elle reste pour une nouvelle procédure. Elle a été placée sous mandat de dépôt hier pour sortie irrégulière de correspondance. L'activiste sera jugée en flagrant délit lundi prochain. 30 octobre, Falla Fleur, qui fait partie des 9 femmes détenues politiques qui observent une grève de la faim depuis des jours au camp pénal de Liberté 6. Leurs familles dénoncent leurs difficiles conditions de détention et demandent leur libération. Écoutons à ce propos Maïmouna Fall, sœur de l'une de ces femmes, qui s'appelle Aminata Laye Fall. Elle est membre du collectif des familles des femmes dites détenues politiques. Ils sont toujours retenus là-bas. Cela fait 10 jours qu'on n'a pas de nouvelles et ils sont en grève de la faim. Le mardi passé, c'était la fin de la punition. On est allé les voir et c'est regrettable de le dire. Ils sont détenus dans de très mauvaises conditions. C'est très dur même. Déjà, la grève de la faim, ils sont affaiblis. Déjà, ils sont en grève de la faim et ils sont très affaiblis. N'empêche, ils reçoivent des traitements inhumains. Rien qu'en les regardant, tu sens que ça ne va pas. Et ils nous ont confirmé cela. Ils ont reçu des traitements inhumains. Ils ont été isolés. Je lance un appel au président de la République, Macky Sall. S'il vous plaît, libérez les détenus. Il y en a qui doivent aller à l'école. D'autres sont des enseignants. Ils n'ont qu'à les libérer. Ils n'ont rien fait. Je parle pour tous les membres du collectif. Libérez nos enfants. Ils souffrent énormément en prison. Trop, c'est trop. Nos tentatives pour entrer en contact avec l'administration pénitentiaire sont restées infructueuses pour l'instant. Toujours au chapitre judiciaire, le procès du crash de Sénégal Air a été renvoyé une nouvelle fois au 28 décembre prochain. Motif, cette fois-ci, un nouveau juge est chargé du dossier. Le crash du vol de Sénégal Air survenu le 5 septembre 2015 avait fait 7 morts au large de Dakar. L'appareil assurant une évacuation médicale de Ouagadougou à Dakar. Conséquence de l'émigration irrégulière, plusieurs arrestations dans le secteur de la pêche, plus de 1500 personnes à qui on reproche d'être des convoyeurs sont dans les liens de la détention. Selon les membres du réseau national des quais de pêche du Sénégal, soucieux du sort de leurs camarades et du devenir du secteur, ils demandent l'arrêt du phénomène qui a fini de faire perdre la vie à des centaines de jeunes. Ndeye Matidia. Le réseau national des quais de pêche du Sénégal se désole de la situation actuelle. Plus de 1500 pêcheurs reconvertis en convoyeurs sont dans les prisons du pays, nous dit le président Pierre Mboupa. Presque tous les pêcheurs sont dans les prisons. La dernière évaluation avec la police étrangère a montré qu'ils sont entre Thiès, Dakar, Saint-Louis et Casamance. Ajoutez à cela les dernières arrestations. Pierre qui demande aux candidats et convoyeurs de renoncer
à ce voyage illégal et risqué, surtout pendant cette période où il fait mauvais temps en mer. La situation risque d'empirer. Ces derniers jours, il fait un mauvais temps en mer et les côtes arabes ne sont pas épargnées. Les convoyeurs doivent vraiment arrêter car les pirogues ne peuvent pas affronter ces fortes vagues en haute mer. Le réseau continue d'alerter même si, selon le président, le gouvernement du Sénégal a fait des efforts pour déjouer les plans des candidats à l'immigration irrégulière. Ces propos sont tenus lors de l'installation du nouveau président du quai de pêche de Pointe-Sarène, Ndiol Ngom, qui remplace Mbaye Diop. Ndeye Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Et puis les 5 étudiants arrêtés lundi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar doivent être jugés aujourd'hui devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. L'audience n'a pas encore démarré. Ces étudiants qui comparaissent libres ont été interpellés alors que le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar voulait organiser un point de presse pour exiger la reprise des cours ainsi que l'ouverture du campus social, ce qui nous amène à parler des assises de l'université Cheikh Anta Diop ouvertes ce matin. Il s'agit de recueillir les avis et orientations de toutes les composantes de la communauté universitaire. Le recteur est revenu sur la nécessité de réfléchir ensemble sur des points comme la sécurité, l'hybridation des enseignements, entre autres. Ahmadou Ali Mbaye est le recteur de l'université, il est au micro de Salimata Aou. Ces assises ont été convoquées par le recteur après avis du conseil académique, autour d'un certain nombre de points. Et le premier point, ça concerne ce que j'ai dit tantôt, la nécessité d'une plus grande hybridation dans nos formations. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'UCAD ne peut pas rester à la marge des évolutions pédagogiques que le monde connaît. Nous sommes une grande université, reconnue partout à travers le monde comme étant une très grande université. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons faire comme toutes les grandes universités, entrer de plein pied dans la modernité. Réfléchir sur les questions de sécurité, parce que je crois que ce qui se passe à l'UCAD, dans beaucoup de domaines, et surtout dans le domaine social, dépasse simplement l'entendement. Une fois, le New York Times a fait un reportage sur le campus social de l'UCAD. Je crois que tous les acteurs de l'UCAD et tous les diplômés de l'UCAD ont été embarrassés, parce qu'ils ont révélé à la face du monde quelque chose qui nous fait honte, mais qui correspond à notre réalité. On ne peut pas avoir une institution où les étudiants sont à 10 dans une chambre. C'est pas possible, c'est simplement pas possible. Et il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Les conditions de sécurité, les résidents de l'UCAD qui ne sont pas des étudiants, les trafics qui se font au niveau du coude, de toutes sortes, et qui sont un champ fertile pour ce qui nous est arrivé la fois passée. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. A préciser, ces assises de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se tiennent à huis clos. Université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants ressortissants de Touba et Mbacké ont été expulsés de leurs immeubles ce matin par leurs bailleurs pour non-paiement du loyer. Ils lancent un appel aux autorités politiques et religieuses de la ville sainte au risque de avant de se retrouver dans la rue Lamine Ba. Valises, ustensiles de cuisine, matelas et beaucoup d'autres objets personnels appartenant à des étudiants ressortissants de Touba et Mbacké jetés dehors à même le sol par le bailleur qui les logeait. Les étudiants, totalement désemparés devant la situation, ne savent pas où aller. Ils crient leur désarroi et chargent les autorités politiques de Touba et Mbacké. Khadim Touré, secrétaire général de l'amicale des étudiants ressortissants de Touba et Mbacké. Le bailleur nous avait donné un délai d'1 mois parce que nous avons des arriérés, plusieurs mois même, et que cette charge est un peu lourde pour nous étudiants. Déjà, il y a pas mal d'autorités durant les vacances que nous avons sollicitées. La situation est plus délicate chez les filles expulsées de leur chambre. Elles envisagent de plier bagages en dépit des conséquences que cela risque d'engendrer sur les cours. Mam Diarambay est l'une de ces filles. Comme vous nous voyez là, on est là avec nos bagages, on ne sait pas où aller, on est sans abri et c'est vraiment dur, surtout pour nous les filles. On est là, on ne sait personne ici, on ne sait même pas ce qu'on doit faire, on est carrément perturbé. Moi personnellement, je risque de rentrer parce que je ne sais pas où aller. Les étudiants qui disent avoir sollicité bon nombre de responsables politiques de Touba et Mbacké disent être déçus par l'indifférence dont ils ont fait montre devant leur galère. Ils implorent ceux qui le peuvent à leur venir en aide. Kader Diop, l'un d'eux. Nous lançons un appel à nos autorités de Mbacké et de Touba pour venir nous soutenir et essayer de trouver une solution pour résoudre ce problème. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là, sachant que chaque jour, on doit aller faire cours les matins. Les étudiants expulsés ont cependant tenu à préciser qu'ils ont reçu une subvention de la part de l'institution municipale de Mbacké
mais l'enveloppe est dérisoire face à l'ampleur de la sollicitation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Venons-en maintenant à l'actualité politique avec ce zoom sur l'opération Nibissi au Parti démocratique sénégalais. Depuis son lancement en août dernier, d'anciens responsables ont répondu à l'appel de Karim Meïssa Wade. Mayoro Faye, Sada Ndiaye, Khalidou Diallo ont de nouveau rejoint le pavillon bleu, entre autres. D'autres sont-ils prêts à rentrer au bercail? Rien n'est moins sûr. Anna Rocha. 2 mois après son lancement, l'opération Nibissi du Parti démocratique sénégalais a trouvé écho favorable auprès d'anciens militants et responsables du parti. Si certains sont rentrés à la maison, pour d'autres, il n'en est pas question. À l'image de Farba Senghor, plusieurs fois ministre, sous Abdoulaye Wade. Jamais le PDS avec Karim Wade, pour moi, c'est fini. Le PDS, c'est Abdoulaye Wade, c'est l'œuvre de Abdoulaye Wade. Et celui qui ne peut pas continuer l'œuvre de Abdoulaye Wade n'a aucun moyen de réussir. L'ancien chargé de propagande du PDS est profondément convaincu que l'opération Nibissi est une stratégie vouée à l'échec. Retourner au PDS pour y trouver qui? Karim Wade, qui est à la tête pratiquement du parti, est absent du Sénégal depuis 2016. À chaque fois qu'il a déclaré qu'il sera de retour, ou à chaque fois que ses partisans l'ont déclaré, Karim n'est pas venu. Moi, je pense que cette opération n'a pas de sens pour une seconde raison. C'est-à-dire que les causes qui avaient amené les militants du parti, les militants de Abdoulaye Wade, les anciens du PDS à quitter sont restés les mêmes et sans solution. Le parti a été décapité par le comportement de Karim Wade qui n'avait donné aucune considération aux anciens du parti et aux compagnons de son père. Bien entendu, il y aura quelques-uns qui vont revenir, mais ça n'aura aucun effet sur l'avenir du PDS. Ancien porte-parole du président Abdoulaye Wade, Serigne Mbacké Ndiaye ne souhaite pas commenter la nouvelle stratégie politique de ses ex-alliés. Par contre, il n'est pas prêt du tout à rejoindre la barque Sopi. J'ai commencé à militer au PDS vers les années 75-76. En quittant le PDS, c'était pour des raisons bien précises, c'était pour des raisons de principe. J'ai été le principal artisan des retrouvailles de la grande famille libérale. Quand je le disais, ce n'était pas facile, j'ai été attaqué. Mais aujourd'hui, pratiquement, les faits me donnent raison. Parce que toutes ces personnalités qui étaient avec nous dans le camp libéral sont aujourd'hui, à l'exception du PDS, sont aujourd'hui dans le camp du président Macky Sall. Je reste avec le président Macky Sall, quel que soit ce qui peut arriver, pour des raisons très claires. D'abord, comme je l'ai dit, c'est des principes. Ensuite, j'avais cru au projet qu'il avait présenté. Nous avons vu qu'en termes de bilan, il a réussi des choses extraordinaires. Et au moment où notre pays est menacé de toutes parts, j'estime que nous avons des défis à relever. Et pour relever ces défis-là, il faut le faire, continuer à le faire avec le président Macky. En tant que personne, nous avons eu à partager des choses extrêmement importantes, que le président Macky Sall soit président ou pas. Je ne renoncerai à mon compagnonnage avec le président Macky Sall. Le Parti démocratique sénégalais est donc à la reconquête de ses anciens militants. Les revenants affichent pour le moment beaucoup d'enthousiasme, mais y en aura-t-il vraiment d'autres à 4 mois de la présidentielle, alors que le candidat officiel du PDS est toujours en exil? Leader d'Alternative pour la relève citoyenne et candidate déclarée à la présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom était dans le Pakao. Plusieurs rencontres pour collecter un maximum de parrainage. Les responsables et militants de l'ARC estiment que leur candidate avec son programme est mieux placée pour mettre un terme à l'immigration irrégulière. Bakary Konté. Alternative pour la relève citoyenne de Anta Babacar Ngom multiplie les rencontres dans la région de Sédhiou. Selon ses responsables, leur candidate a le meilleur profil pour combattre l'immigration clandestine au Sénégal. Chérif Gassama, l'un des responsables. Au terme d'employabilité, je pense qu'Anta Babacar, au sein du Sédima, les jeunes de la région de Sédhiou qui travaillent là-bas, c'est un avantage et c'est un atout, c'est un plus pour nous pour conquérir les suffrages sédhiouis. Nous tous, nous savons ce qu'elle a fait pour le Sénégal. Donc aujourd'hui, quand elle revient pour s'investir pour devenir la 5e présidente du Sénégal, je pense que là, ça résume tout. Et par rapport à l'immigration clandestine, elle dit non à ça. Il ajoute qu'Anta Babacar Ngom a déjà fait ses preuves en créant des milliers d'emplois au Sénégal. Anta Babacar Ngom, aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on ne doit plus présenter par rapport à sa carrière politique. Donc elle a beaucoup fait avant de s'investir même pour devenir candidate ou bien pour devenir présidente parce qu'elle a créé 700 000 emplois
l'emploi au Sénégal. Et aussi, elle a beaucoup investi, elle a soutenu beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, c'est la candidate la plus idéale pour un Sénégal meilleur. Les responsables et militants de ARC du Pakao se disent satisfaits des Sédiois qui ont accepté de parrainer leur candidate. Bakary Konté, Sédiou, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Allons à Kaffrine où les boulangers sont en sursis. Ils craignent pour la continuité de leurs activités. Et c'est parce qu'ils disent ne plus pouvoir supporter les charges à cause de la hausse des factures d'électricité et des matières premières. Ils ont même brandi la menace d'une augmentation du prix de la baguette de pain. Ndéa Wabéi. L'électricité, vraiment, c'est tellement cher, c'est cher. Ces boulangers subissent de plein fouet la flambée des prix de l'électricité. Ainsi, ils alertent sur une possible hausse du prix du pain pour prendre comble la hausse du coût de l'électricité. Au début, moi, je faisais 8 000 francs par jour, mais actuellement, je consomme 15 000 francs par jour. C'est pas normal. Le compteur normal, avec les 2 mois, tu ne peux pas dépasser 600 000 francs, mais actuellement, alors tu fais 950 000 francs par 2 mois. Les augmentations des coûts des matières premières essentielles, la levure entre autres, pose également problème. Pape Sarr, gérant de la boulangerie Yéminal de Kaffrine. La farine actuellement, le sac c'est égal à 20 000 francs. La levure aussi la même chose. Au début, il y avait 9 000 francs le carton, mais actuellement c'est 15 000 francs. Venu acheter du pain, Nefundaou, la septuagénaire, habite à Ndjoudje dans la commune de Nyumgant. Elle fustige cette situation. Je suis venu acheter les restants de pain. Avant, on achetait le sac à 1500, 2000 francs CFA, mais maintenant, c'est 2500, voire 3000 francs CFA le sac. Pour remédier à cette situation, les boulangers et les consommateurs invitent le gouvernement à agir rapidement. Kaffrine Ndéa Wabéi, Radio Futur Média. Les acteurs de l'écosystème financier sont en assemblée générale à Saly. Une réflexion sur les réformes à présenter dans le cadre du Conseil présidentiel de l'investissement. C'est dans le dessein de faire de Dakar un hub financier de référence. Pour ça, une implication du secteur privé est demandée. L'APIX est le maître d'œuvre de la rencontre. Je vous propose d'entendre Patrice Brochet, le directeur général de West Africa Advisor, au micro d'Ndéa Matidien. L'objectif, c'est de pouvoir identifier un certain nombre de segments sur lesquels nous devons exceller, sur lesquels nous devons travailler pour positionner Dakar et que Dakar intègre l'index GFCI. C'est un index qui regroupe les places financières du monde. Il y a aujourd'hui 132 places qui y sont, donc 121 dans l'index principal, 11 dans la liste d'attente. Et notre objectif, c'est d'être la 8e place financière africaine qui figure dans cet index. Dakar a un certain nombre d'atouts. Il y a encore du travail à fournir, mais quand on regarde le nombre d'acteurs du segment financier à Dakar, on compte aujourd'hui 29 banques, on a une vingtaine, 29 compagnies d'assurance, on a 6 sociétés d'intermédiation boursière, on a un certain nombre de sociétés de gestion d'OPCVM, donc des acteurs du marché des capitaux. On a des intervenants, donc ce qu'on appelle des listing sponsors, c'est des gens qui sont agréés pour accompagner les sociétés dans leur cotation en bourse. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse s'inscrire dans une démarche volontariste. Quand on regarde les pays qui sont représentés, vous avez la ville de Casablanca, donc Casablanca Financial City, vous avez Kigali, vous avez Cape Town, l'île Maurice. À part Casablanca, si je prends le Rwanda et l'île Maurice par exemple, ce sont des tailles d'économie qui ne sont pas plus importantes que celles du Sénégal. Mais seulement, ils ont inscrit ça dans une stratégie et ils ont travaillé sur des leviers qui leur permettent d'être présents dans cet index. Donc c'est ce que nous allons faire aussi. Et puis un mot sur l'examen du projet de loi de finances 2024. La Commission des finances et du contrôle budgétaire entame ses travaux ce jeudi. Au programme ce matin, les exposés du ministre des Finances et du Budget et du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Puis les commissaires vont examiner les recettes, la dette publique et les budgets des pouvoirs publics, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social, environnemental et les institutions judiciaires ainsi que la primature. RFM. L'actualité internationale.
Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Nigeria, pour commencer, la Cour suprême a confirmé ce jeudi la victoire de Bola Tinubu à l'élection présidentielle de février dernier. La juridiction met ainsi fin à la contestation intentée par ses deux principaux rivaux, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Pete Obi du Parti travailliste, arrivés respectivement 2e et 3e. Ils demandaient l'annulation des résultats, affirmant que la victoire de Tinubu était entachée d'irrégularité. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a rejeté une nouvelle demande de report du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 16 novembre. La requête a été déposée lundi dernier par le candidat Andry Rajoelina en vue de faire contester un nouveau cas de force majeure blessé à l'œil par les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Il était écarté de fait de la course depuis son évacuation à l'île Maurice où il continue de recevoir des soins. La guerre au Soudan, reprise très prochaine des négociations entre l'armée et les paramilitaires. Reprise sous médiation américano-saoudienne à Djeddah, annonce faite hier par l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Un communiqué de l'armée soudanaise indique qu'à l'invitation de l'Arabie saoudite et des États-Unis appelant à reprendre les négociations avec les rebelles de la milice des forces de soutien rapide et parce qu'ils croient que les négociations sont un moyen qui pourrait permettre de mettre fin à la guerre, ils ont accepté l'invitation à Djeddah. Le texte précise toutefois que la reprise des négociations ne signifie pas un arrêt de la bataille. Les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, eux, n'ont pas encore annoncé leur position. Ces pourparlers qui avaient été suspendus en juin vont porter sur un cessez-le-feu, l'accès sans entrave de l'aide humanitaire au Soudan et d'autres mesures de confiance, a déclaré un non-responsable du département d'État s'exprimant sous le couvert de l'anonymat très actif sur ce dossier. Les États-Unis ont multiplié les contacts pour assurer cette reprise des pourparlers et le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken en a finalisé les termes lors d'un déplacement la semaine dernière en Arabie Saoudite selon un autre responsable américain. La même source soutient que des représentants des pays de l'IGAD composés du Kenya, de Djibouti, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud vont se joindre aux discussions de Djeddah au nom de l'Union africaine. L'objectif est de faire en sorte que ces pourparlers puissent aboutir à terme à une cessation complète des hostilités. Les États-Unis encouragent la constitution d'un front civil au Soudan permettant d'assurer une transition démocratique. Mais les discussions de Djeddah n'aborderont pas les questions politiques plus larges. Cette fusillade de masse dans le Maine aux États-Unis, plusieurs personnes tuées. Les médias font état d'un bilan allant de 16 à 22 morts et des dizaines de blessés. Les fusillades se sont déroulées dans 2 lieux différents à Lewiston, dans un bar et un bowling. La police a lancé une gigantesque chasse à l'homme pour retrouver le tireur décrit comme armé et dangereux. Un homme âgé d'une quarantaine d'années équipé d'une arme longue de type fusil d'assaut. Selon les médias, il est instructeur d'armes à feu qualifié et membre de la réserve américaine qui a récemment signalé qu'il souffrait de problèmes de santé mentale. La guerre Israël-Hamas, pour terminer, le ministre de la Santé du Hamas parle d'un bilan de 7028 morts, dont 2913 enfants sur la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé, 1709 femmes ont été tuées et 18 484 personnes blessées par les bombardements israéliens. L'armée israélienne qui annonce avoir procédé la nuit dernière à une incursion terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Selon un communiqué de l'armée, les chars ont détruit des infrastructures du Hamas, des positions de mortiers et ont également procédé à des aménagements du terrain. L'armée israélienne qui précise qu'à l'issue de l'opération, les troupes israéliennes ont quitté la zone et se sont retrouvées du côté israélien de la frontière. Notez par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU est toujours divisé sur la question de la guerre entre Israël et le Hamas, après les États-Unis qui ont opposé leur veto à une résolution sur le positionnement du Conseil la semaine dernière. Hier, la Russie et la Chine ont opposé leur et devant ces blocages, les pays arabes ont saisi l'Assemblée générale et ses 193 membres pour que la communauté internationale puisse tout de même s'exprimer. Merci, Georges Détié Diop. RFM Sport. On
On enchaîne avec le journal des sports avec vous, Mal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Nouvelle saison de football, les Grenats prêts pour défendre leur titre de champion. Ce sera ce samedi pour la première journée de la saison 2023-2024. Les champions du Sénégal en titre seront en déplacement à Mbour pour y défier le stade de Mbour ce matin. À l'initiative de la Ligue professionnelle de football, une conférence de presse a été organisée pour bien lancer cette rencontre et mettre l'accent sur la promotion de cette affiche phare. Occasion pour le coach de l'équipe championne en titre, Bala Djiba, de se prononcer sur cette rencontre, mais également de faire le point sur la préparation de son équipe. Nous l'écoutons. Pour aujourd'hui, ce premier match de championnat, c'est de bien démarrer la compétition d'abord. Ensuite, comme le directeur exécutif l'a dit, nous allons au stade de Mbour. Nous savons que au stade de Mbour, ça fait des années. Des fois, on a des résultats positifs, des fois, on a des résultats négatifs. Donc, ça sera un match âprement disputé. Et c'est une équipe aujourd'hui que personnellement, j'ai pas vu, je connais pas leur préparation. Donc, après, on va aller là-bas pour essayer de faire un bon résultat. Elle va nous servir de leçon. Elle va nous servir de leçon parce que là, c'est une défaite. Tellement, une défaite est toujours amère, mais c'est une défaite aussi qui va nous servir de bien débuter la compétition. C'est forcément, ça sera une autre compétition, un autre championnat qui sera très très serré parce que toutes les autres équipes se sont réorganisées. Après, comme on l'a dit, nous on craint d'avoir le même scénario que l'année dernière, vu aujourd'hui la moitié de l'effectif est parti l'année dernière. Cette année aussi, on a quasiment 8 joueurs qui sont en sélection U17. Donc après, on saura que ça sera un peu difficile, mais on va se battre âprement pour garder le cap. Moi, en tant qu'entraîneur, je l'ai lu comme tout le monde, mais la décision ne me revient pas. Il y a des administratifs qui sont là pour gérer ça. Après, moi, c'est juste, je suis un technicien, je me focalise sur mon équipe et après, c'est à eux de régler ça. Les responsables de l'équipe de Mbour ont été absents de cette conférence de presse qui a poussé le directeur exécutif de la Ligue professionnelle du Sénégal à s'exprimer sur cette absence. Amsatou Fall, que nous écoutons toujours. Ce que nous faisons, nous le faisons, disons, à l'endroit des clubs et à l'endroit des journalistes. Il faut que ça soit très clair. Nous le faisons à l'endroit des clubs, mais surtout à l'endroit des journalistes pour qu'ils aient de la matière. C'est important. Si on le comprend, c'est important. Mais si on ne le comprend pas, c'est dommage. Stade de Mbour n'est pas venu. On ne va pas s'appesantir sur leur absence. Ils ne sont pas venus. Il y a Génération Foot qui est venue. Il y a les journalistes qui sont là. Il y a la Ligue qui est là. Donc, on attend d'avoir en tout cas les vrais mobiles de leur absence pour pouvoir en tout cas... Je ne vais pas encore continuer à palabrer. Ils ne sont pas là. On attend d'abord de voir exactement qu'est-ce qui a motivé leur absence pour pouvoir en décider. Les propos de Bala Djiba et d'Amsatou Fall ont été recueillis par Cheikh Tidiane Diagne. Europa League, troisième journée de la phase de poule. Marseille avec Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr joue contre la EK Athènes. Brighton joue contre l'Ajax d'Amsterdam. Toulouse défie Liverpool. L'AS Roma joue contre l'équipe de Slavia Prague et l'équipe de Maccabi Haïfa est en déplacement en Espagne pour y défier Villarreal. Retour au Sénégal, le handi basket veut aller au palais. Ils veulent être reçus par le président de la République du Sénégal après leur participation aux Jeux africains paralympiques, parabasket plutôt, à Accra, où ils sont revenus avec la médaille de bronze. À noter que le président de la République a prévu demain de recevoir l'équipe nationale des sourds-muets, une occasion que les responsables du parabasket ne veulent pas rater pour présenter leurs doléances et demander plus de soutien au président de la République, Cheikh Tidiane Ndiaye, et le président de la Fédération sénégalaise de parabasket. Le président de la République doit recevoir l'équipe nationale des sourds qui viennent d'une compétition internationale au Malaisie avec une médaille de bronze. Vraiment, nous remercions le président de la République et le féliciter pour cette belle initiative. Le président a compris que diriger un pays, c'est de le faire sans discrimination. Donc nous félicitons le président pour cette audience accordée à l'équipe nationale des sourds. Maintenant, nous l'interpellons afin qu'il élargisse cette audience à l'équipe nationale parabasket qui viennent également à Accra des Jeux paralympiques africains avec une médaille de bronze. Eux, ils ont battu l'Égypte, match de classement,
Le Parabasket également a battu l'Égypte match de classement. Ils ont amené une médaille bronze. Le Parabasket a amené une médaille bronze. Maintenant, on ne peut pas comprendre pourquoi 2 poids, 2 mesures. Bon, raison pour laquelle nous attirons son attention. Et nous avons la certitude que s'il a l'information, il va recevoir en même temps l'équipe nationale Parabasket. Les jeux sont faits, la balle est dans le camp du président de la République. Merci Mal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Georges Détidiop. La réponse de la Sénat bientôt envoyée aux avocats de Ousmane Sonko. Les conseils du leader du parti PASTEF dissous avaient saisi la Commission électorale nationale autonome sur le refus de la Direction générale des élections de remettre à leurs clients ces fiches de collecte de parrainage. Source A rapporte que le sujet a été abordé hier lors de la rencontre de la Sénat. Selon le confrère, la Sénat va répondre aux avocats du maire de Ziguinchor à travers une correspondance. Elle entend aussi en faire de même concernant la Direction générale des élections. Le cas Sonko. Justement, le témoin informe que 21 organisations de la société civile dénoncent la violation de ses droits. Elle dénonce aussi les tracasseries subies par l'opposition. C'est à travers une déclaration. La synergie des organisations de la société civile pour la paix fustige les violations de la loi électorale par le ministère de l'Intérieur. Ces organisations de la société civile interpellent la Sénat pour qu'elle assume ses responsabilités. Pendant ce temps, le Parti démocratique sénégalais balise le terrain à Karim Wade. C'est à propos de son retour. Enquête révèle qu'il est annoncé à Dakar pour le congrès qui devrait l'investir comme candidat à la présidentielle de 2024. Le confrère indique que depuis Doha, Karim pilote l'opération Nibissi et démarche les dissidents. Une opération qui commence à porter ses fruits. Sada Ndiaye et Kalidou Diallo ont annoncé hier leur retour dans le parti, ce que confirme l'AS pour qui Sada Ndiaye et Kalidou Diallo rejoignent Karim Wade. Le candidat de Benno Bokk Yakaar, lui, a rencontré hier les députés de la mouvance présidentielle lors d'un séminaire de rentrée. Des députés qui, si l'on en croit les Échos, ont craché leur vérité à Amadouba. Ils ont dénoncé le manque de moyens financiers pour le parrainage. Ils ont aussi fustigé le manque de respect et de considération des ministres à leur endroit. L'Observateur rend compte du séminaire, une rencontre au cours de laquelle il a été question de l'inaccessibilité des ministres qui a été décriée. Les députés ont aussi fait état de leurs inquiétudes autour du manque d'engouement dans les opérations de parrainage. L'Observateur qui informe par ailleurs que le Sénégal cherche 604 milliards de francs CFA supplémentaires pour couvrir ses besoins de 2024. Mon confrère relève que malgré son taux d'endettement jugé très élevé, notre pays compte emprunter 977 millions de dollars afin d'éviter une prime de risque potentielle dont les pays africains souffrent en année électorale. Ces nouveaux emprunts devraient porter le taux d'endettement du Sénégal à 72,2% du produit intérieur brut cette année avant de le ramener à 65,6% en 2024. Alors que l'Observateur s'arrête sur cet emprunt, Sud Quotidien s'intéresse aux bonnes notes de l'économie sénégalaise. Le FMI recusé. Maïssa Babou, économiste et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, soutient que le FMI ne donnera jamais une vision de développement autre que de nous maintenir dans un cycle d'endettement. Quant à Aboukan, professeur titulaire agrégé en économie, il qualifie le FMI de médecin qui prescrit et paye les ordonnances à ses patients. À la une du journal Le Quotidien, la manifestation des populations de Mboro et de Darou Khoudoss. L'odeur du soufre, c'est le titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Selon mon confrère, les habitants dénoncent des émanations de gaz échappées des ICS et demandent des indemnisations. La cité Taïba et le poste de garde de l'usine a été incendié et plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. Les sports pour terminer. À la une des journaux spécialisés, la Ligue Europa avec en attraction le match OM-AEK Athènes prévu à 16h45. Iso et Iliman, le sursaut est attendu selon Record. Stade renchéri que le bouillant Vélodrome les attend. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h, bientôt 34 minutes, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler des relations entre le Sénégal et la Gambie. Le prétexte, c'est l'ouverture aujourd'hui d'un forum économique commercial et de l'investissement sénégalo-gambien à Dakar. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales. Ali Farindiaï, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec le professeur Ousmane Sen, directeur du WARC. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors, je commence avec vous, professeur. Quelle est la place de la Gambie
sur la carte diplomatique du Sénégal et quelle est l'importance pour vous des relations de l'axe Dakar-Banjul dans le cadre des relations générales du Sénégal avec le reste du monde? Oui, écoutez, pour des raisons sociales, pour des raisons sociologiques, pour des raisons de sécurité et pour des raisons économiques, c'est-à-dire pour toutes les raisons, les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Gambie doivent être des relations absolument positives et productives. Parce qu'il y a une interdépendance très serrée entre la Gambie et le Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout Gambien a des parents au Sénégal et tout Sénégalais a des parents en Gambie. Donc, cela fait que les relations sont des relations absolument nécessaires. Même si on n'était pas dans un contexte qui s'appelle la diplomatie, c'est-à-dire le mode de gouvernement ou de gouvernance moderne, les relations entre la Gambie et le Sénégal seraient quand même là. Pour ces raisons d'ordre social, pour des raisons de sécurité, la Gambie est à l'intérieur du Sénégal et si jamais le Sénégal touche la Gambie, éternue et vice-versa. Et si on voit aussi le parcours entre le Sénégal et la Gambie, c'est vrai qu'il y a eu des moments d'incompréhension ou de mauvaise volonté. Mais justement, ces relations ne sont pas toujours au beau fixe, il y a des hauts et des bas. Oui. C'est-à-dire que la Sénégambie a été mise en place entre Daouda Diawara et Abdou Diouf, jusqu'à ce que le président Abdou Diouf s'énerve un peu parce que les Gambiens ne voulaient pas faire les efforts nécessaires, en particulier sur le plan financier. L'arrivée de Yaya Jammeh n'a pas facilité les choses, mais vous voyez qu'avec Barrow et le président Sall, il y a eu, je crois, un pont qui a été déjà érigé. Et l'idée, c'était qu'à part le pont de Farafenni, qu'on puisse, à partir de Karang, faire un autre pont, mais apparemment, de coût un peu prohibitif des ponts, a fait que, peut-être, la Gambie a reculé un peu. Mais je crois que ces deux pays qui sont appelés à être ensemble, et quels que soient les errements politiques, ça, c'est une nécessité que, si vous voulez, la nature ou le hasard a fait, ce n'est pas le hasard, c'est si vous voulez, l'histoire coloniale. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui lient les Gambiens aux Sénégalais, et je crois que sur le plan de la diplomatie, ça devrait être des relations diplomatiques exemplaires, mais le seul problème étant que les Gambiens, surtout le gouvernement, ont tendance à voir le Sénégal comme une sorte de Big Brother, et que donc, à partir de ce moment, une certaine méfiance, mais vous le savez bien, le Sénégal n'est pas un pays belliqueux, et on a tout intérêt à ce que ces relations-là soient exemplaires au niveau même africain et au niveau mondial. Moi, je crois que c'est ce que je souhaite. D'autant plus que j'habite pas loin de la Gambie, à Sokone et à pratiquement moins de 45 km de la frontière gambienne. Donc on vit des choses qui vraiment respirent et sentent la Gambie. Au plan humain, disons, au-delà des relations économiques, commerciales, etc. Mais justement, Ali Farid Ndiaye, on l'a vu, il y a des cadres, y compris des cadres nouveaux de coopération. Il y a le Conseil présidentiel sénégalo-gambien, la traditionnelle commission mixte entre les deux pays. Et là, ce matin, on lance la première édition du forum économique, commercial et d'investissement. Est-ce que c'est le chemin à prendre, c'est-à-dire privilégier des relations économiques, commerciales, peut-être pas au détriment, mais est-ce que c'est la bonne voie à prendre pour consolider la relation entre Dakar et Banjul et certainement faire oublier les petites frictions qu'il y a eu, notamment dans les années 80 et plus récemment lors de l'intervention de la CEDEAO en Gambie? En tout cas, je suis d'accord qu'il va falloir, avec M. Ousmane Sène, qui fut mon professeur, à qui je rends hommage d'ailleurs, et qui a beaucoup participé à ma formation et à ma mission aux États-Unis. Je suis d'accord tout à fait avec l'analyse qu'il a parfaitement faite, qui englobe les contours socio-politiques de la relation. Mais, comme vous l'avez si bien dit, après les différentes étapes qui vont du Conseil présidentiel à la commission mixte, je crois que le forum d'aujourd'hui et de demain, qui du reste, à travers son tête,
qui parle de strengthening Senegalese Gambian brotherhood from simplicity, from procedure to simplicity, montre que effectivement c'est la dernière étape qu'il faut franchir pour permettre au Sénégal et à la Gambie de créer un cadre propice à travers lequel l'investissement peut être facilité. Parce que si le forum cherche à renforcer les relations à travers la fraternité, comme s'il le dit le thème, mais l'autre étape, c'est de simplifier les procédures afin que les hommes d'affaires sénégalais ou les hommes d'affaires gambiens, ou que s'ils décident de créer une joint venture et créer un cadre à travers lequel l'artisanat, l'industrie peuvent se matérialiser, je crois que c'est effectivement la prochaine étape qu'il faut faire. Parce que en décidant d'ailleurs de faire impliquer l'APEX et tous les partenaires techniques, que ce soit l'APOSI pour l'industrie, que ce soit les autres structures pour l'agriculture, on se rend compte qu'on est à la phase maintenant de matérialisation de ces relations au-delà de tout ce qu'on appelle les red tape, les procédures lourdes administratives qui ralentissent souvent les questions d'intégration. Mais comment le faire quand les deux pays, les deux pays sont si proches sociologiquement, géographiquement, mais au plan économique, on n'a pas la même monnaie, on n'appartient pas forcément aux mêmes espaces économiques. La Gambie ne fait pas partie de l'UEMOA notamment, pour une raison simple, on ne partage pas la même monnaie, et il y a tellement de différences. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aller des procédures lourdes à la simplicité que le forum est en train de discuter, effectivement. C'est-à-dire, cela c'est la meilleure manière d'apporter une solution à votre inquiétude, c'est que effectivement, comme l'a dit c'est lever les suspicions de manière graduelle. Comme l'a dit le professeur Sen, la Gambie voyait le Sénégal à tort ou à raison comme le grand frère. Et si vous voyez, une bonne partie des hommes politiques sont un peu réticents par rapport à ce que le grand frère peut aider à la disparition un peu de ce qu'ils appellent leur entité sociologique, leur entité économique. Donc il faut aller de manière graduelle. Il faut aller en rassurant la Gambie qu'aujourd'hui, les États ne sont là que pour accompagner la dynamique que les peuples ont déjà enclenchée. Parce que les peuples ont déjà dépassé les États. Ils se sont intégrés eux-mêmes. C'est les mêmes familles. Et maintenant, avec la coopération et le contexte, on s'est rendu compte que le président Macky et le président Diamé sont parvenus à moins créer le pont de l'intégration. Et au-delà de ça, maintenant, il faut aller dans le cadre d'aider à ce que toutes ces structures-là et toute la communauté, tous les hommes d'affaires gambiens et sénégalais puissent, à travers le commerce et les échanges, parvenir à créer un cadre où faire des investissements au Sénégal reviendrait à travers les incitations fiscales, c'est comme faire le commerce au Sénégal, en Gambie. Cela peut être réussi parce que tout simplement, la position stratégique de la Gambie fait que même s'il n'est pas membre de l'UEMOA, même si on ne partage pas la même monnaie, on va se rendre compte que c'est graduellement que les choses vont se faire. C'est un peu comme l'exemple de l'Afrique du Sud avec le Lesotho, qui effectivement se sent entouré par la grande Afrique du Sud, mais effectivement, sans la Gambie aussi, sans de fortes relations avec le Sénégal et la Gambie pourrait peiner à éclore économiquement et à trouver un certain nombre de revenus et de ressources dont son économie a besoin pour éclore. C'est pourquoi la subtilité, la diplomatie, la courtoisie, l'élégance et le fait de considérer la Gambie, non pas comme le Young Brother, comme le petit frère, mais comme un partenaire à égale dignité. Et c'est uniquement à travers cela qu'on parviendra à restaurer la confiance afin que la Gambie puisse se rendre compte que dans ce partenariat, il ne risque pas de perdre économiquement et il ne risque pas aussi de disparaître géographiquement. Merci. Et c'est ça le défi que effectivement ce forum doit réussir avec tous les partenaires des deux pays, que ce soit le Haut Commissariat qui est de la Gambie qui est à Dakar, que ce soit les structures techniques des différents États qui doivent maintenant travailler de manière sectorielle. Par exemple, l'éclore économique industriel qui est en train de se faire à Diamniadio, l'APIX crée un cadre à travers lequel les compagnies peuvent s'implanter. La PROSI est en train d'être, en tant qu'élément technique, de créer des parcs industriels avec la deuxième phase où véritablement les compagnies gambiennes, en joint venture avec les Sénégalais, peuvent s'installer. Parce que c'est pas quelque chose qui doit uniquement favoriser des compagnies tunisiennes, des grandes compagnies, alors que la Gambie est plus proche. Au niveau de l'artisanat, la même démarche doit être faite. Au niveau de l'agriculture aussi.
C'est comme ça qu'on parviendrait à créer un cadre où, économiquement, on sera plus avancé que nos politiques. Et c'est qu'avec quand l'économique détermine le politique, les processus d'intégration s'accélèrent. C'est ce qu'il faut souhaiter avec ce forum-là. Et on pense qu'au lendemain de la réflexion, on aura l'occasion de créer ce cadre-là. Merci Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales. Dernière question pour le professeur Ousmane Sène. Avant la question, je rappelle que lors du dernier conseil présidentiel sénégalo-gambien, le président Macky Sall avait rappelé les axes de coopération entre les deux pays, en tout cas les priorités, notamment la sécurité, la défense, il y avait aussi l'énergie, le tourisme. La libre circulation des personnes, des biens, l'environnement et les affaires consulaires. Professeur, vous pensez que ces axes prioritaires sont toujours pertinents? Est-ce que d'autres aspects devraient être intégrés, comme vous le sous-entendez, sur la base des relations socio-culturelles qu'il y a entre les deux pays? Est-ce qu'il faudrait peut-être ajouter une dimension un peu moins, disons, pratique, économique, commerciale, pour justement faciliter la coopération dans les domaines que je viens de citer tout à l'heure? Oui. On pourrait ajouter la dimension culturelle, on pourrait ajouter aussi la dimension économique, les échanges entre la Gambie et le Sénégal. Mais je dois dire que tous les points que vous avez soulevés là sont des points extrêmement pertinents. Une coopération au niveau de l'environnement, mais la forêt qui commence à partir de Toubacouta a son prolongement vers la Gambie. Et le fleuve Saloum fait la jonction avec l'océan Atlantique non loin de la Gambie, etc. Le fleuve Gambie, d'ailleurs, les directeurs des sociétés d'électricité des 4 pays membres de l'OMVG signent ce matin un accord en vue de l'interconnexion des systèmes électriques des 4 pays. Oui, absolument. Tout ça, c'est des points qui sont absolument pertinents. Et je crois qu'il faut renforcer la collaboration et la coopération dans ces domaines et aussi peut-être donner un écho plus national à ce qui se fait au niveau de Toubacouta près de la frontière, c'est-à-dire des rencontres culturelles entre les Gambiens et les Sénégalais, parce que c'est les Nyominka, c'est les Socé, c'est les Diola, c'est les Wolof qui sont là, et c'est cette interpénétration est extrêmement importante. Mais si vous voulez, avant de terminer votre émission, il y a un point sur lequel je voudrais surtout insister. Et je crois que quelque part, ça a été mentionné une fois dans le temps. Il est bon d'avoir un pont, même plusieurs ponts, pour faciliter la libre circulation et la circulation rapide des personnes et des biens, mais il serait bon aussi de rééduquer un peu les agents de ces gouvernements-là qui sont censés gérer la situation. Je veux parler des policiers de part et d'autre, je veux parler des douaniers de part et d'autre. Que vous puissiez avoir un pont qui puisse vous permettre de faire beaucoup d'économies de temps et que vous ayez quelque part un policier ou un douanier qui empêche absolument de vous faire avancer, et on voit ça. On me donne l'exemple d'un douanier, je crois que c'était du côté de la Gambie, assis sous un arbre, en train de boire son thé, alors que quelque part, il vous a dit de vous arrêter pour qu'il vérifie votre marchandise. Ce genre de pratique-là, ça devrait cesser, et je crois qu'il y a une forte sensibilisation que les autorités devraient faire pour que ces maillons de la chaîne puissent se rendre compte que les relations entre le Sénégal et la Gambie sont des relations spéciales, et ce qu'on leur demande, c'est de faciliter et non pas de compliquer la circulation des gens. Et cela a été évoqué de façon diplomatique lors du dernier conseil présidentiel sénégalo-gambien, quand le président du Sénégal insistait sur le fait que le pont devait fonctionner 24 heures sur 24. Alors, vous avez touché un point très sensible, c'est l'exploitation illégale des forêts de part et d'autre de la frontière avec les trafics de bois. Cela a également été largement discuté. C'est l'une des frictions d'ailleurs qu'il y a entre les deux pays. Mais je voudrais vous poser une question rapide, avec s'il vous plaît, si possible, une réponse rapide. Il y a aussi l'académique
Vous êtes, professeur, et vous êtes dans le domaine de la recherche, un universitaire. Est-ce qu'il y a une coopération dans ce domaine ou est-ce qu'il y a des marges à exploiter dans ce domaine-là? Non, il y a absolument des marges à exploiter. Je me rappelle une rencontre que j'avais faite au Qatar avec le recteur de l'Université de Gambie qui était venu là-bas à une conférence nationale du Qatar. On a beaucoup discuté, on a échangé même de cartes de visite. Mais je crois qu'il faut redynamiser cette coopération. Et justement, ça me rappelle que il y a un peu plus de 5 à 6 mois, le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop était en mission au niveau de l'Université de Gambie. Donc, ces relations-là, et l'ambassadeur du Sénégal qui était en Gambie jusqu'à il y a certaines années, le professeur Ndiaye, était, lui, avant d'être ambassadeur en Gambie, Salih Ndiaye, il était recteur de l'Université Cheikh Anta Diop. Je crois que donc là, il y a des courroies et il y a des couloirs de coopération au niveau académique et au niveau de la recherche qu'il faudrait absolument promouvoir, la langue anglaise ou la langue française n'étant pas des barrières, parce que vous avez dû l'observer vous-même, la plupart des cadres sénégalais s'expriment bien en anglais, et d'ailleurs il y a beaucoup de ministres et de cadres gambiens, quand ils viennent au Sénégal, ils préfèrent parler le français. Sans compter les langues nationales. Au-delà de ça, ils peuvent s'exprimer en Wolof, en Pulaar, en Manding, etc. Et en Diola, bien sûr. En Wolof, en Manding, peut-être moins, un peu en Serer. Et en Diola. Il n'y a pas de barrière linguistique entre la Gambie et le Sénégal. N'est-ce pas? Il y aura toujours un moyen de se comprendre. Donc, si la nature a déjà mis en place des fondements qui nécessite cette coopération devrait être renforcée et le travail nécessaire fait pour que ça coule avec fluidité. Merci beaucoup, professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Merci également à Ali Farindiaï, spécialiste des relations internationales. À 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé.